En fait, nous ouvrons un temps là qui va être limité, quelque part 19h30. On essaiera d'à peu près raccrocher notre visioconférence. 1 heure et demie pour un sujet considérable, c'est pas beaucoup. On se propose d'aborder ce sujet au fond. Pourquoi? Parce que, en très grand raccourci, d'une certaine façon, on pourrait dire que la question politique d'une évolution des lois dans notre pays s'est invitée à l'ordre du jour de la nation. Il y a eu beaucoup de projets de loi qui ont été déposés dans ce sens-là depuis 12 mois. Certains ont été en partie examinés, d'autres n'ont même pas été examinés. Néanmoins, il y en a beaucoup. Il y a un travail assez important qui est fait de la part d'une série d'associations qui sont effectivement sûrement pro-euthanasie et qui voudraient voir les lois changer en France. Quelque part, le sujet s'est invité, même si c'est un sujet qui n'est pas neuf pour Jalmal. Il y a très longtemps que Jalmal chemine autour de cette question, mais l'accélération politique est sûrement forte dans ces derniers mois, avec peut-être une évolution de la société qui, très généralement, ou moins, ça se mérite débat, est vraiment en faveur d'une évolution des lois allant dans le sens de, après il y a beaucoup de modalités, d'une forme d'euthanasie ou de suicide assisté, on verra, ça fait partie de la discussion. La deuxième raison qui fait qu'on pense que c'est utile de travailler sur ces sujets, c'est que cette question traverse aussi les associations, pas mal d'associations avec des bénévoles, des adhérents, par rapport à leur pratique d'accompagnement, par rapport à l'action de l'association dans la cité. Et donc, d'une certaine façon, le débat, il s'invite aussi dans nos associations, plaçant les responsables d'associations devant un débat pas si facile à lancer, à guider, à faire avancer au sein d'une association. C'est un débat qui peut diviser, c'est un débat qui peut cliver, c'est un débat qui peut demander un vrai effort de compréhension. Donc, on s'est dit que c'était intéressant au niveau de la fédération, pour nous-mêmes, fédération, et pour toutes les associations, d'avoir une sorte d'accélération du travail sur ce débat, sur ce thème. Ça a été porté par des réflexions préparatoires que la fédération a fait au niveau du conseil d'administration sur la fin de l'année dernière et le début de l'année actuelle, qui ont été poursuivis par un groupe de travail de certains administrateurs qui ont poursuivi le travail, et ça a donné 2 notes d'étape que vous avez vu arriver, l'une au mois d'avril du début de cette année 2020, et une seconde qui est arrivée avec l'invitation pour ce débat ou cette réflexion collective de ce soir au mois de septembre. Voilà. Alors, je vais juste indiquer rapidement que notre discussion et échange collectif de ce soir, il va se faire en 2 grands temps. Un premier temps où on va travailler sur un peu quel pourrait être un argumentaire de la fédération vu vers l'extérieur, vers nos députés, vers le grand public, si on vient à débattre de cette question. Et ce temps-là, nous allons l'aborder en 2 temps successifs, assez bien rythmés, le tout sur 1 heure maximum. Et il sera animé par Marie-Thérèse Leblanc-Briot et Colette Perrard, avec 2 temps successifs d'apport d'une série d'idées, suivi d'un temps d'échange pour que nous ayons le temps d'en parler et d'échanger beaucoup. Nous allons donc procéder 2 fois à une séquence d'apport et d'échange sur ce premier thème. Le second thème sera de venir sur un aspect plus tourné vers les associations, de dire quelle pourrait être une démarche d'animation d'une réflexion collective dans nos associations sur ces thèmes. Ce sera un temps d'une demi-heure, c'est à peu près le tiers de notre temps collectif, avec de nouveau quelques apports qui seront portés là par Robert Rioux, suivi d'un nouveau temps de discussion. Donc nous allons avancer comme ça, avec un certain rythme. On sait d'avance que nous n'allons pas réussir à dire tout ce qu'il y aurait à partager. On est nombreux, on est 48 connexions établies. Malgré le talent des uns et des autres du cours, ça va faire beaucoup. Je signale que nous enregistrons notre séance entière pour pouvoir la mettre quelques jours plus tard sur la chaîne YouTube de la Fédération, ce qui peut permettre de la réécouter ou de la faire écouter à des personnes qui ne pouvaient pas être connectées ce soir. Voilà. Je ne vais pas être plus long, si vous voulez bien, et à l'aide d'un document que, si on a un peu de chance, s'affiche, ouvrir tout de suite les choses pour que ça soit... Voilà, le temps de vérifier que vous voyez un document sur vos écrans. Oui? Oui.
D'accord. Voilà, les grands temps, un peu l'argumentaire tourné vers l'extérieur, puis la proposition de pédagogique pour une animation des associations tournée vers l'intérieur, un dernier temps de conclusion à 19h30. Et je passe tout de suite à l'image d'après en demandant à, si ça veut bien, voilà, à Marie-Thérèse Leblanc-Briot et à Colette Perrard de prendre les premiers apports en main. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci. Eh bien, on va commencer par la première diapo. Effectivement, dans les associations, des interrogations. Sujet pas facile à aborder. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une conviction personnelle, de l'intime pour chacun? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être débattu au sein de l'association? Et si on le débat, est-ce qu'il n'y aura pas des désaccords, des tensions? Donc, pas forcément facile d'aborder cela dans l'association. Et en même temps, les associations, nous tous, eh bien, nous sommes dans la société. Et il y a bien sûr une évolution de la demande sociale, Olivier en a parlé, plein de propositions de loi et un lobbying d'associations pro-euthanasie, on en entend tous parler dans les médias. Olivier l'a dit également, ça fait longtemps que la Fédération travaille sur ces questions. Des numéros de la revue Jalmal, même s'ils sont anciens, en 2000, vous voyez qu'en 2000-2001, il y a une forte réflexion de la Fédé, parce qu'il y avait aussi à cette époque déjà une pression avec des propositions de loi. Donc, congrès 2001 à Châlons en Champagne sur ce thème, un guide face à la demande d'euthanasie qui a été fait dans le cadre d'un groupe de travail de l'ASFAP où Jalmal fait participer, un argumentaire en 2017, 10 raisons contre la légalisation de l'euthanasie, plusieurs auditions au niveau du CESE, au niveau du Sénat, et puis du travail du conseil d'administration, 2 journées en 2020-2021, et un groupe de travail qui continue à réfléchir et à produire ce que l'on a appelé des notes d'étape, c'est-à-dire c'est des points où on en est dans la réflexion. Parce que, vous le comprenez tous, c'est un sujet complexe et l'idée, c'est de ne pas être simpliste, d'aller dans la complexité et en travaillant cette complexité pour qu'elle soit audible, ce qui n'est pas trop le cas actuellement. Colette. Oui, alors diapositive suivante, Olivier, si tu veux bien. J'arrive. Donc, bonjour à tous. Donc, ce que l'on va voir là maintenant, c'est qu'il y a des propositions de loi qui ont été déposées, notamment la loi d'Olivier Falorni au printemps 2021, où il y a eu une forte majorité de députés qui ont voté pour cet article 1 et 80% des députés, donc c'est vraiment une forte majorité. Un article qui dit « Toute personne capable majeure en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant par une aide active une mort rapide et sans douleur. » Alors, on a voulu vous montrer qu'ils n'ont quand même pas été les seuls à déposer ce type de loi. Donc, je vous fais grâce de la lecture de l'autre loi qui est mise là sur votre écran, parce qu'en gros, c'est à peu près la même chose. Toutes aboutissent à une mort rapide et sans douleur. Diapositive suivante. Alors, la question aussi pour nous, dans le groupe de travail, c'était de savoir quelle était notre légitimité pour parler de ces questions. D'où parlons-nous au grand public, aux députés? La première chose, elle est évidente. Jalmal fera à partir de l'expérience des accompagnants bénévoles des fins de vie. Et on rappelle que tous les ans, il y a à peu près 60 000 personnes malades, très âgées ou personnes en deuil qui sont accompagnées. Donc c'est vraiment le socle, la racine de la parole de Jalmal, c'est cette expérience des accompagnements. Ensuite, on a souhaité proposer un cheminement de réflexion à la société et aux élus. C'est-à-dire pas
pas quelque chose de simpliste en pour ou contre, mais essayer de sortir de la confusion. Je m'interpose un instant, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de couper son micro provisoirement parce qu'il y a un petit effet de résonance parfois. Merci. Donc, je reprends, j'espère qu'on n'aura pas trop de résonance. Le discours pour ou contre enferme, bloque les positions, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Donc, on a choisi un cheminement de réflexion pour sortir de la confusion. Essayez de réfléchir qui demande, quelles sont les catégories de personnes qui demandent, qu'est-ce qui sous-tend ces demandes, pourquoi cette demande. Et du coup, quelles seraient les réponses possibles et les niveaux de réponse et quelles sont les conséquences des réponses possibles. Donc, vous voyez un cheminement de réflexion un petit peu différent. Mais aussi, d'où parlons-nous? On parle parce qu'on constate ce déni culturel de la mort qui n'a pas bougé et l'insuffisance totale de la mise en œuvre des soins palliatifs depuis 30 ans, l'insuffisante solidarité sociale avec ceux qui vont bientôt mourir. Depuis 30 ans, c'est un constat d'insuffisance qui ne fait qu'alimenter le lobbying, bien sûr, des pro-euthanasie et des situations extrêmes toujours présentées dans les médias. Donc, notre parti pris, réfléchissons en profondeur, hors situation extrême, à qui demande, qu'est-ce qui sous-tend la demande et quels sont les niveaux de réponse à proposer et leurs conséquences. C'est ce qu'on va vous proposer maintenant. Diapositive suivante. Donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire, et je trouve qu'à ce niveau-là, on a quelque chose qui est assez novateur, c'est d'essayer de classifier d'une certaine façon les différentes demandes, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles, même si elles arrivent dans un premier temps d'un public qui pourrait paraître identique. Et donc, on se propose une méthodologie de réflexion pour aborder cette question de l'euthanasie de façon ouverte, pour permettre un cheminement dans la réflexion et aider à sortir de cette confusion. Donc, on a fait 4 blocs, j'ai envie de dire, qui permettent de différencier ces différentes demandes pour les clarifier. Alors, le premier bloc, qui est en bleu ciel, c'est ceux qui, bien portants, craignent de vivre demain un inconnu et cherchent une solution rassurante pour eux ou leurs proches. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, qui est en rosé, on va dire, ceux qui veulent avoir le droit que soit mis fin à leur jour quand ils le veulent ou quand ils seront lassés de vivre, en dehors de la fin de vie. Ils ne sont pas en fin de vie, mais ils sont fatigués de vivre. Ça, c'est une autre classe de demande d'euthanasie. Une troisième classe de demande d'euthanasie qui est en jaune-orangé, ceux qui apprennent leur maladie grave et évolutive et qui sont prêts. Ah. Là, il y a un micro qui peut-être pourrait être fermé parce que ça fait des interférences. J'ai coupé le micro de, je crois, oui, voilà. Voilà. Ah. C'est quelqu'un d'autre. Je croyais que c'était à Lyon, le micro était venu avec... Non, il n'y a pas que les Lyonnais qui sont ici. J'ai cru que c'était effectivement le micro d'Alain Dury qui a créé ça. Est-ce que quelqu'un qui se serait connecté il y a peu de temps voudrait bien désactiver son micro? On a un effet d'écho. Peut-être Anne-Marie Bruno. Anne-Marie Bruno. Oui, je vois qu'elle n'a pas son micro coupé. Je vais désactiver le son d'Anne-Marie Bruno. Merci. Voilà. Merci. Donc, premier groupe, ceux qui sont bien portants et qui craignent de vivre demain un inconnu. Deuxième groupe, ceux qui veulent avoir le droit que soit mis fin à leur jour quand ils le veulent, des gens qui sont en dehors de la fin de vie et qui sont lassés de vivre. Troisième groupe, ceux qui apprennent leur maladie grave et évolutive ou qui sont proches de son terme et voudraient en finir plus vite. Et quatrième groupe, ceux qui sont inconscients entre la vie et la mort,
sans directive anticipée ni personne de confiance et pour lesquels on ne connaît pas la volonté. Voilà 4 groupes distincts avec donc des approches qui vont être différentes à pouvoir travailler et que Marie-Thérèse va vous proposer maintenant. Diapositive suivante. Donc, on va reprendre le premier groupe, les bien portants. Ils craignent donc de vivre un insupportable et l'euthanasie apparaît comme une solution miracle, une garantie contre toute souffrance, une espèce d'assurance qu'on évitera l'insupportable. Et donc finalement, la question, c'est faire mourir de façon anticipée pour éviter cet insupportable, ou bien mettre en place les moyens d'une fin de vie soulagée et accompagnée. Euthanasie, solution miracle, pour éviter tout ce qui paraît être de l'ordre de la déchéance, d'une perte de capacité, ou bien d'aller vers quelque chose, un état physique qu'on ne veut pas. Et c'est aussi la question de changer le regard, les représentations, en particulier sur la période de fin de vie. Donc, cette première catégorie, on a vraiment l'impression que c'est l'idée d'avoir une solution sûre à 100% qui va nous éviter un insupportable, qui va peut-être aussi nous éviter de mourir. Parce que finalement, en provoquant la mort, quand quelqu'un provoque la mort, c'est une façon de ne pas mourir au bout de son chemin. Donc, c'est vraiment ce côté garantie, ce côté angoisse qui nous a paru vraiment sous-tendre toute cette catégorie. Dans ceux qui veulent avoir le droit que soit mis fin à leur jour quand ils le veulent, on est vraiment dans l'idée « je suis libre », la liberté qui est mise si fort en avant, « je contrôle ma vie, je contrôle ma mort est mon affaire, c'est mon affaire, mais la société me la doit. Hein. Je décide, c'est mon choix, je décide de ma vie, je décide de ma mort, mais la société me doit une mort douce, une mort confortable, si je le décide. » C'est donc en fait une demande d'aide au suicide. Donc là, ça ouvre aussi ces questions. Est-ce que la réponse à ça est une réponse législative? De la même façon que dans le premier encadré bleu clair, est-ce que la réponse à la demande de garantie contre toute souffrance, est-ce que la réponse doit être de provoquer la mort ou est-ce qu'on peut en imaginer d'autres? Le troisième encadré, ceux qui apprennent leur maladie grave et évolutive, qui voudraient en finir au plus vite. Là, je pense, vous avez tous remarqué dans votre expérience l'ambivalence, la fluctuation des demandes entre désir de vie et souhait de mort. Et savoir comment ces évolutions dépendent aussi de la façon dont on se sent considéré. Est-ce qu'on est déjà exclu des vivants? Quel regard les autres portent sur nous? Quel sens à la période de la fin de vie? Et donc, le souhait de la personne, il va évoluer avec tout ça. Donc, est-ce que la bonne réponse, c'est là encore l'euthanasie par rapport à ce qui sous-tend cette question et ce souhait de mort qui alterne avec ce désir de vivre? Le quatrième pavé vert, ceux qui sont inconscients, qui ne peuvent pas exprimer leur volonté. Là, on va dire que ce sont des personnes qui sont encore en vie grâce au progrès de la médecine, au progrès de la réanimation. Ce sont des réanimés, mais qui n'ont pas retrouvé leur conscience. Est-ce qu'on pense qu'une loi peut vraiment donner réponse à ces situations-là? Est-ce que ce n'est pas plus du côté de l'éthique, au cas par cas, du côté de la collégialité, que serait une réponse humaine? Parce que finalement, dans ces 4 catégories, la question, c'est un choix de réponse par rapport vraiment à ce qui sous-tend les différents types de demandes. D'autant que ces personnes, si je peux me permettre, Marie-Thérèse, n'ont pas écrit de directive anticipée et n'ont pas de personne de confiance. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas anticipé leur fin de vie. Hein. Donc, c'est vraiment une situation pour la 4e catégorie. Tout à fait. Mais
Voilà, je voulais juste reprendre parce que ça va être le temps de la discussion. C'est peut-être, je ne sais pas comment vous vous y retrouvez dans ces différentes catégories, mais on a essayé dans la note que vous avez reçue, mais qui était longue, peut-être vous ne l'avez pas tous lu ou pas en tête, d'essayer d'approfondir ce qui sous-tend les demandes, parce que ça nous paraissait essentiel pour un petit peu déplier les réponses possibles, si ça doit être des réponses médicales, des réponses de la société, des réponses législatives, des réponses individuelles. Donc voilà, la discussion est ouverte. Comment vous avez reçu tout ça et qu'est-ce que vous pensez de ce cheminement qui a été travaillé dans notre groupe? Ou une autre façon de poser la question, est-ce que parmi ces 4 grands pavés, est-ce qu'il y a des situations qui échappent? Est-ce que vous pensez à d'autres situations qui ne rentreraient pas dans un de ces pavés? Oui, Robert, tu as levé la main. La parole est à la salle virtuelle que nous sommes. N'hésitez pas à bien lever la main pour que on vous voit que vous bougiez, pour qu'on essaye de la faire circuler le plus vite possible dans le quart d'heure qu'on peut consacrer à ce premier temps d'échange sur ces premiers apports idées. À vous. Alors peut-être Robert, puisque je crois Robert Rioux a levé une main. Si c'est Robert Rioux, oui. Oui, c'est juste pour faire un petit ajout par rapport à ce que disaient Marie-Thérèse et Colette. Peut-être que les gens qui n'ont pas encore lu le document et n'ont pas trop réfléchi peuvent se dire que ces 4 situations dépassent de loin l'article 1 du projet de loi qui précise personnes atteintes de maladies incurables, etc. En fait, il s'est trouvé qu'on a élaboré cette réflexion dans le courant du mois de juin-juillet et puis qu'au mois de septembre, il y a eu une sorte de web séminaire de l'ASFAP qui a interrogé un cancérologue belge. Et ce cancérologue nous a raconté exactement l'évolution de la loi en Belgique. Et l'évolution se fait exactement vers ces 4 situations différentes. Donc, en fait, on a un peu anticipé ce qui risque d'advenir à partir d'une loi qui croit borner la situation et qui, en fait, risque d'entraîner des dérives très rapides. Voilà, c'est juste pour dire que notre imagination n'a pas forcément été hors de réalité. Alors, Jean-Claude, dans le Rhône, d'une part, voudrait parler. Jean-Claude, prends la parole. Après, il y a Anne-Richard qui a levé une main, je crois aussi. On commence avec vos 2 remarques, réflexions. Merci. Oui, moi, alors d'abord, j'ai trouvé que votre analyse et la répartition en 4 groupes, elle me paraît bonne, même si j'ai le sentiment que le groupe 1 et le groupe 2 ont quand même des similitudes en finalité. Par contre, c'est sur le groupe 3 que je voudrais revenir. Il me semble qu'il y a à la limite 2 sous-groupes dans ce groupe 3, selon que la personne est en fin de vie véritablement ou qu'elle soit au moment de l'annonce d'une maladie et que ça va durer 5 ou 6 mois. La réponse n'est pas la même. La loi Claes-Leonetti parle bien de la fin de vie et des derniers instants. Une personne qui est au moment de l'annonce et qui va avoir 6 mois ou plus de galère, de souffrance, de perte de ses capacités, est dans une autre situation d'angoisse, pas obligatoirement de souffrance à cet instant-là. Par contre, la loi Claes-Leonetti ne répond pas à cette préoccupation. Donc pour moi, il y a un sous-cas là qu'il ne faudrait pas oublier. Merci, tout à fait. On prend peut-être plusieurs interventions des uns et des autres pour maximiser le nombre des réflexions. Alors, Anne-Richard, je vois. Après, il y a Michel dans l'Allier, mais Anne-Richard déjà. Oui, d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour cette réflexion parce que j'ai trouvé très intéressante et puis je m'y retrouve beaucoup dans ma réflexion personnelle. Donc, avoir séparé en 4 groupes. Alors, au début, je me disais les 2 premiers groupes, comme vient de le dire, je me souviens plus, mais on pourrait les regrouper, parce qu'on voit bien que les 2 premiers groupes aboutissent
à une solution qui est la demande, l'aide au suicide, et puis les deux autres groupes relèvent un peu de la loi Leonetti. Mais après réflexion, je crois que c'est assez intéressant de distinguer 4 groupes différents, et notamment par rapport à ce que vous avez dit au début, d'où nous parlons, qui nous sommes pour dire ce qu'on dit. Et je trouve ça très intéressant en préambule, parce que nous sommes de beaucoup de connaissances différentes, de métiers différents, etc. Et que quand même notre ADN à Jalmav, c'est l'accompagnement, on a la connaissance des personnes. Et il faut vraiment qu'on s'appuie là-dessus, il me semble, pour parler aux politiques et aux différentes personnes. On a l'expérience et ça, ils y sont très sensibles. Et eux, ils ne l'ont pas, l'expérience. Ils n'ont que l'expérience dans leur famille. À chaque fois, on a droit à un cas de leur famille. Donc ça, je trouve vraiment très intéressant depuis notre position d'accompagnant. Et on a ces 4 cas de figure. Donc là, vraiment, merci, c'est très clair. Et on voit bien après comment on va pouvoir envisager la suite. Alors, je ne veux pas déflorer, je suppose que vous allez en parler, mais voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. 60 000 accompagnements par an, c'est pas rien. Merci Anne Richard, qui est absolument dans le sens de la réflexion, qui est de dire d'où on parle quand on va s'adresser à du grand public, à des élus, et d'où est notre force pour aborder ces sujets. Michel Mille, dans l'Allier, voulait prendre la parole, c'est à vous. Et d'autres, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous repère et qu'on aille vite. Et oui. Oui, bonjour. Je suis arrivée un peu en retard parce que je n'arrivais pas à me connecter. Donc, je vais peut-être dire quelque chose qui a été abordé, mais je ne pense pas. D'abord, j'ai été éblouie par les documents qui nous ont été remis précédemment, que j'ai bien lus en détail. Donc, voilà, tout va bien. Il y a une chose que je voulais dire. Est-ce que vous avez déjà soulevé la question de la sédation profonde et continue qui va jusqu'au décès? Parce que c'est un point sur lequel les partisans de l'euthanasie disent « mais vous êtes hypocrite, c'est bien du suicide assisté, c'est bien une forme d'euthanasie ». Voilà, c'est ma question. La réponse est non, elle n'a pas été abordée ni dans la discussion là, ni dans les documents écrits, les 2 notes d'étape. Peut-être parce qu'on est moins à l'aise, c'est peut-être moins notre zone d'appui pour parler de ça, mais néanmoins, la réponse est non, en tout cas, pas à ce stade. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient commenter, intervenir, dire qu'ils ne sont pas d'accord ou dire au contraire quelque chose? Voilà, levez la main vraiment rapidement pour qu'on vous repère, parce que nous sommes riches d'être 53, c'est super, et en même temps, du coup, si vous voulez avoir votre temps ou votre avis, voilà, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, ou alors je ne les vois pas. Patricia Caron veut parler, mais elle n'a pas son micro. Alors, merci. Oui, voilà. Merci, Patricia. Oui, je ne sais, pour le moment, vous n'avez pas parlé des infirmiers, des toubibs qui sont dans cette action-là, parce que j'ai comme ça une expérience hier à l'USP où une infirmière me disait que même quand elle doit faire une sédation profonde, eh bien même ça, c'est difficile et ça pose question. Alors, je ne vous dis pas si elle devait effectivement vraiment complètement pousser la seringue pour une euthanasie. Mais je pense que c'est des choses que vous entendez régulièrement, c'est juste que c'est une expérience que j'ai eue hier, que je voulais partager avec vous. Donc un complément. On va voir un petit peu plus loin, ça. D'accord, oui, on va. Ce que ça fait pour le personnel soignant. On peut peut-être déjà commencer un petit peu à répondre, notamment à Jean-Claude, qui parlait effectivement du 3e groupe, qui était peut-être un peu pas suffisamment, on n'avait pas suffisamment dit que c'était un groupe dans lequel il y avait différentes choses. Et c'est vrai que il y a le moment de l'annonce, qui est un moment où la personne est sous le choc et où elle se rend compte qu'effectivement la mort va peut-être s'imposer dans une période assez courte et elle n'y avait pas vraiment été confrontée avant, elle n'y avait pas forcément pensé. Et puis il y a tout ce qui se passe lors de l'aggravation de la maladie, avec des allers et retours
des périodes, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Thérèse, des souhaits de mort, une ambivalence, un changement d'avis entre l'envie de mourir et le désir de vivre. Donc là, il y a effectivement des paliers complètement différents et je crois que c'est important de les souligner, mais ça, on l'a souligné dans le texte. Hein. Voilà. Et pour dire aussi que la demande d'euthanasie est quelque chose qui peut venir et s'en aller. Au moment de l'annonce, elle peut arriver. Après, elle peut être mise de côté plus tard si ça va vraiment pas. Et puis, toutes les rechutes, toutes les aggravations, toutes les complications, ça peut être des moments où elle revient et elle peut aussi se représenter en fin de vie. C'était vraiment pour insister sur ces mouvements, sur ces allers-retours. Mais je voulais aussi compléter quand Jean-Claude dit que la loi Claes-Leonetti ne répond pas à ces situations. Enfin, la loi Claes-Leonetti, c'est pas que la sédation en fin de vie, ça réaffirme tout ce qu'il y avait dans la loi Leonetti précédemment, c'est-à-dire la prise en charge palliative, c'est-à-dire l'accompagnement, c'est-à-dire le soutien, c'est-à-dire tous les traitements de la douleur, tout le soulagement. Enfin, il y a tout ça dans la loi. Et Dieu sait qu'au début et dans les phases de complications et d'aggravation, on a besoin de cette démarche palliative et de cet accompagnement. On a dit aussi tout à l'heure en préambule que le souhait de mort, le désir de vivre, il était vraiment aussi beaucoup pris dans le lien à l'autre, dans le regard de l'autre. Est-ce que c'est légitime pour moi de vivre? Est-ce que l'autre tient à ce que je vive? Et on sait bien qu'il y a tous ces mouvements dans le parcours de la maladie, dans le cheminement de la maladie. Oui, je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Marie-Thérèse, peut-être. Oui. Oui, bien sûr que la loi Leonetti est beaucoup plus complète et ne constitue pas uniquement le problème de la sédation profonde, mais par rapport, quand on assiste au débat parlementaire sur l'euthanasie, on s'aperçoit que les soins palliatifs sont complètement ignorés des débats. Les gens souhaitent une solution finale quelque part, et que la seule alternative à cette solution finale, c'est la sédation profonde. Les gens qui ne veulent pas vivre dans la souffrance leur maladie et qui demanderaient éventuellement l'euthanasie, la réponse qu'on pourrait leur donner, c'est peut-être en allongeant la possibilité de la sédation profonde. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça me semble être une réponse plus pertinente qui sera entendue si on leur parle de soins palliatifs. Je crois que c'est pas... Ça rentre même pas dans les débats. Alors, ça rentre pas dans les débats déjà parce que les soins palliatifs ne sont pas appliqués. Ça, c'est déjà un premier problème. Mais c'est pour ça que je parlais de la sédation tout à l'heure. Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jean-Claude, parce que si on transforme la sédation profonde et continue comme une euthanasie qui ne voudrait pas le dire, c'est-à-dire quelque chose qui deviendrait une position, une posture un peu entre deux. On ne fait pas de l'euthanasie, mais quand même, on va mettre un pouce serein qui va endormir le patient et ça va durer le temps que ça devra durer. On n'est pas dans les indications de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, telle qu'elle est décrite dans la loi Leonetti et qui sont très précises. Donc, je dirais, on donnerait des coups pour se faire battre et pour dire que la sédation profonde et continue, pour finir, est une euthanasie qui ne veut pas le dire. Or, ça n'est pas le cas. Or, ça n'est pas du tout le cas, parce que pour répondre, mais bon, c'est toujours pareil, on répond un peu rapidement à des questions qui sont extrêmement complexes. La sédation profonde et continue n'est pas de l'euthanasie parce que tout est dans l'intention. Hein. Qu'est-ce que je souhaite, in fine, par rapport à ce patient qui est dans des douleurs épouvantables, qui demande à ce qu'on les calme? À ce moment-là, je vais peut-être pouvoir lui proposer une sédation profonde et continue, peut-être continue, mais aussi peut-être intermittente. Tout ça, ça va se discuter avec le patient, ça va être qu'est-ce que je peux lui proposer. Et en tout cas, le but de la sédation profonde et continue n'est pas de le faire mourir,
mais de le calmer face à des douleurs intolérables. Il me semble sur ce sujet que quelque part votre échange à deux montre, parce que c'était une hypothèse qui était évoquée, là la réponse est de dire ce n'est pas le cas, montre que allonger la période de sédation profonde beaucoup plus tôt reviendrait effectivement à changer l'intention et à modifier ce qui est la disposition des lois Claes-Leonetti actuellement. Mais on peut tout à fait intellectuellement imaginer que des personnes pensent que ce serait une bonne évolution des choses pour quelque part résoudre les cas. Et je dirais, on ne va pas trancher la question ce soir, mais je pense qu'on peut parfaitement imaginer que des gens pensent que ça serait une solution intéressante. Elle est d'ailleurs en filigrane derrière les projets de loi. En partie. Je voudrais juste peut-être encore une intervention ou deux avant qu'on avance d'un cran, parce qu'on a d'autres apports qui vont continuer à éclairer le sujet par rapport auxquels il y aura encore beaucoup à discuter. Oui, Marie-Thérèse? Oui, c'était juste pour dire que cette demande de sédation avancée, c'est le même mouvement que dans le premier pavé, c'est-à-dire qu'on veut quelque chose de rapide, d'efficace, de garanti. Et la période de la fin de vie, elle est frappée d'inutilité, de vide de sens, la perte des capacités. On est vraiment aussi dans toutes ces représentations-là. C'est pas assez dit, peut-être pas assez su, que quand on est soulagé, la période de la fin de vie, c'est un temps humain qui est important pour chacun de nous. Donc, je veux dire, on est aussi dans cette société qui veut des réponses tout de suite, efficaces, et on a quand même l'impression qu'il faudrait mourir vite, efficacement, ne pas voir la mort arriver, et tout le monde est content. Et il y a toutes ces représentations-là qui sont derrière. Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu déplier dans la note plus en détail. Et qu'il y a un travail à faire là-dessus si on veut justement lutter contre tout ce que ça entraîne. On ne veut pas voir la mort arriver. On veut mourir avant d'être mort. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. On veut être peut-être tué avant de mourir. C'est un peu un mouvement de société. Alors, je ne vois pas de... Si, une main. François Jallet, en Vendée, la parole. Va en Vendée. Oui. Moi, je voulais simplement parler par rapport à la douleur. C'est vrai que souvent, on demande à mourir, mais c'est vrai qu'il y a un progrès énorme à faire bien avant la fin de vie. C'est un progrès médical, apprendre à vraiment soulager la douleur. Je parle en tant qu'ancienne soignante, en fait, pour voir et avoir, j'ai vu et je vois encore des personnes souffrir et qui ne sont pas soulagées suffisamment. Voilà. Donc, ça entraîne vraiment. Ça demande, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'inquiète et on veut mourir. Enfin, puis voilà. Tout à fait, mais ça, on est complètement d'accord. Les demandes de mort sont souvent dues à des personnes qui sont dans des douleurs physiques extrêmement importantes. Et je crois que l'article 1, c'est vraiment de calmer la douleur. On est complètement d'accord là-dessus. Et il y a encore du travail à faire, bien sûr. Voilà. Bien, merci. Alors, garant de la pendule collective et des différents sujets qu'on a abordés, je vous propose qu'on reprenne un petit lot d'apports qui vont être encore proposés par Marie-Thérèse et par Colette, avec de nouveau un temps d'échange juste derrière pour aller un peu plus loin sur nos réflexions en essayant de les partager comme nous le faisons, en espérant qu'on ne va pas trop vite. Voilà. Partager devrait. Voilà, vous avez une image qui dit discussion 1, eh bien, elle est dépassée. On va aller sur l'image d'après, si l'ordinateur veut bien. Ah, il a des mollesses. Ah, ça y est. Bien, on va essayer de continuer notre chemin pour sortir de la confusion. Et cette diapo, c'était pour montrer que les différents projets de loi, parce qu'il n'y en a pas eu que deux, on a eu le sentiment qu'ils mélangent deux démarches et deux motifs, en s'abritant derrière un mot qui ne fait pas peur, l'aide médicale active à mourir. Deux motifs, deux démarches qui sont mélangées. On demande une aide à mourir, c'est mieux qu'elle soit médicale, c'est au médecin de s'en acquitter, on est tranquille. Donc deux démarches. Se supprimer sans violence, avec la demande d'un suicide assisté qui soit légal, autorisé et organisé, pour qu'on puisse y avoir recours. Et l'autre demande, faire mourir les personnes qui le désirent, c'est l'euthanasie. L'autre démarche, c'est la démarche d'euthanasie. Donc, dans un cas, se supprimer sans violence, dans l'autre cas, faire mourir les personnes qui le désirent.
mais dans les différents projets de loi, tout ça était amalgamé sous le terme aide médicale active à mourir ou assistance médicalisée à mourir. Deux motifs. Ouvrir cette possibilité à des personnes qui sont médicalement condamnées à terme rapproché et souffrant trop physiquement ou moralement, mais aussi permettre à toute personne qui en a marre de la vie qu'elle a de périr avant de dépérir, on a dit, c'est-à-dire avant de se sentir diminuée, avant de vivre quelque chose qu'elle ne veut pas vivre. On a vu par rapport à ça, on parlait de la Belgique tout à l'heure, que la vieillesse peut être un motif. On peut demander parce qu'on est fatigué de vivre. On a l'impression qu'on a terminé, qu'on a fait ce qu'on avait à faire et on veut s'arrêter là. Donc les projets de loi, on a l'impression qu'ils mixent tout ça derrière la question d'une aide médicale à mourir pour ceux qui le désirent. Donc on voulait un petit peu clarifier ces différents niveaux. J'ajouterais que c'est un point commun aux 4 projets de loi qui ont été étudiés soit par le Sénat, soit 3 à l'Assemblée nationale, même si seul celui de Olivier Falorni a été discuté pendant une journée et a donné lieu au vote, comme on l'a dit, de son article 1 et donc pas plus. Mais les 3 autres avaient le même type d'amalgame sur les motifs et les démarches en une seule aide médicale active à mourir. C'est une caractéristique très forte actuelle. Alors maintenant, 2 diapositives. La première, c'est sur les risques nombreux. Et puis ensuite, ce sera une diapositive sur ce qu'il vaudrait mieux faire. Voilà. Alors tout d'abord, les risques. On les a déjà un petit peu vus. La dérive des indications et l'inefficacité des contrôles. On voit qu'effectivement, que malgré un cadre strict au départ, comme il peut y avoir aux Pays-Bas, en Belgique, il y a une multiplication de textes successifs sur l'élargissement des indications et l'inefficacité des procédures de contrôle. Autre chose, la pression sociale sur les vieux et les faibles. Alors, on a été un petit peu raide dans notre façon de dire les choses. Mieux vaut que je débarrasse le plancher. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait aller même jusqu'à dire il devient civique de demander la mort. Hein, pour les personnes. Et le fait de leur proposer une loi de ce type, ça leur donnerait le choix de choisir entre mourir ou bien continuer à vivre. Et ne serait-ce que par le choix qu'ils auraient à faire, ça permet d'envisager l'option de pouvoir mourir, ça la banalise, puisque c'est une loi, elle devient légitime. Troisième possibilité, l'oubli de la dimension sociale de la mort de chacun. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous paraît important. C'est ma mort m'appartient, un point c'est tout. Autrement dit, une position très individualiste. Moi, les autres, j'en ai rien à faire. Hein. La mort de l'un, pourtant, concerne la vie des autres. C'est bien ce qu'on pense à Jeanne Mal. Hein, quand on va bénévolement au lit d'un patient, c'est bien parce qu'on considère que la mort de l'autre nous importe. Et bien là, c'est vraiment ma mort m'appartient et c'est tout. Je me fiche de penser, de savoir ce que pensent les autres. Quatrième posture, l'emprise du raisonnement économique. Alors c'est vrai qu'un vieux malade, ça coûte cher. La semaine dernière, j'étais en distanciel au congrès de l'ASFAP. On a tendance à toujours répéter que c'est la dernière année qui coûte cher. En fait, il paraît que ça n'est pas vrai, hein, que les calculs sont faits d'une certaine façon pour essayer de montrer ça. Mais je ne vous redirai pas le raisonnement, mais en tout cas, ça n'est pas vrai. Mais ils traînent l'idée qu'effectivement, un vieux, ça coûte cher et que si on le supprimait, ça coûterait moins cher. Et c'est vrai que là, il y a un raisonnement économique qui peut être dramatique, hein, parce que de toute façon, une personne présente, ça coûte plus cher qu'une personne absente. Si on la tue, eh ben, elle ne sera plus là. Alors, les dégâts pour ceux qui restent, là aussi, il y a des choses extrêmement fortes par rapport à ça. Et je me rappelle une dame qui avait emmené son mari en Suisse pour, à sa demande,
pour un suicide assisté et qui, 2 mois après le décès, disait mais qu'est-ce que j'ai laissé faire, hein? C'est pas sans risque pour ceux qui sont autour, pour les proches. Le retentissement sur les équipes soignantes qui posent l'acte. Alors, je voudrais peut-être la mettre en lien avec ce défaussé de l'acte sur le médecin. Est-ce que c'est pas une facilité? Pour une équipe, ce que disait Madame tout à l'heure, mettre un pouce-seringue pour une sédation profonde et continue, c'est déjà pas forcément facile, mais alors poser un acte d'euthanasie pour une infirmière ou pour un médecin, on voit les dégâts que ça peut faire, hein. C'est Claire Fourcade qui dit je serais morte psychiquement si j'avais à faire ce geste, hein. Voilà, il y aurait un mort, ce serait le patient, et un autre mort, ce serait le médecin qui a pratiqué l'acte. Donc là, il y a vraiment des choses. Est-ce que le médecin est là pour faire ce type d'acte? Est-ce qu'on peut en même temps soigner et en même temps tuer? Je crois que là, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement fortes. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le film qui s'appelle Tout s'est bien passé de François Ozon, qui vient de sortir et qui est sur ce sujet. Hein, on voit ce que ça fait porter à la famille, hein, sur la famille, le fait de demander à sa fille, en l'occurrence, d'organiser la mort en Suisse. Allez voir et vous ferez votre propre idée. Alors, les freins au progrès de la prise en charge par les soignants. C'est vrai que là aussi, il y a des choses à réfléchir et qu'on pourrait dire que si on ne continue pas à travailler au niveau des soins palliatifs, il n'y aura plus de créativité, il n'y aura plus d'engagement par rapport à la fin de vie, et que ça va, d'une certaine façon, tuer l'envie de continuer à travailler dans les soins palliatifs si, pour finir, on propose de tuer les malades. C'est pour finir une solution rapide, facile, et qui n'engage pas de pensée derrière. Voilà, c'est un acte qui est simple au total, hein. Dissoudre encore plus le lien entre les générations. Qu'est-ce que devient une société quand que devient le principe de tu ne tueras pas, le principe qui est un principe fondateur de notre société? Qu'est-ce que ça devient pour les générations futures? Le droit de mourir, le droit d'être tué, le droit de tuer ou d'aider à mourir. Voilà, voilà. Qu'est-ce que cette génération qui connaîtrait ça deviendrait dans les suites? Et puis, de toute façon, on peut penser aussi qu'il y a un risque de glissement du suicide assisté vers l'euthanasie. Et ça, je crois que c'est assez facile et on a un peu tendance dans le groupe à penser que pour finir, dans les deux cas, c'est une aide active à mourir et que, bon, on les sépare, mais qu'en même temps, on peut dire que l'un va vers l'autre. Si on laisse passer le suicide assisté, peu à peu, on ira vers l'euthanasie. Voilà. Donc, les risques, alors il y en a sûrement d'autres, et c'est ce en quoi la discussion sera intéressante, c'est qu'il y a sûrement d'autres risques qu'on n'a pas vus et qui peuvent être importants à mettre en exergue. Diapositive suivante. Là, ça nous paraissait très important de noter ces risques parce que c'est pour la réflexion, c'est très important d'envisager les conséquences. Si on choisit une solution, quelles conséquences on aura? Et je crois qu'il faut vraiment bien déplier tous ces risques. Légalisation, dans la tête des gens, ça devient c'est légitime. Et là, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact ensuite. Alors, peut aller jusqu'à, c'est légitime, mais ça peut aller aussi à ce qu'on dise j'y ai droit. J'y ai droit. Hein, on sait bien dans notre société ça. On me propose de vivre et c'est mis sur le même plan. C'est-à-dire que ma vie, les autres me donnent le choix. J'ai le choix de vivre ou j'ai le choix de mourir et les autres, ça leur est égal. J'ai le choix.
Donc les deux sont légitimes. Et ça, c'est quand même quelque chose, on parlait de la levée de l'interdit de tuer, mettre l'euthanasie et puis la démarche de vivre sa fin de vie en étant soulagé et accompagné, en tout cas de vivre sa fin de vie sur le même plan, en disant que les deux sont légitimes, il y a quelque chose dans le rapport à l'autre qui est un peu perverti. Alors, dans le groupe de travail, ben voilà, plutôt que ça comme réponse, voilà ce qu'on aimerait. Et là, il y a beaucoup de travail à faire, et là, ce ne sont que des propositions. Modifier le regard sur la grande vieillesse, sur le handicap, la maladie grave, la fin de vie. Arrêtons de penser que la fin de vie, c'est une période inutile à supprimer, que le handicap, ce n'est que négatif, que la grande vieillesse, c'est vraiment l'horreur. Si on arrêtait de voir les choses comme ça. Développer la culture palliative plus que la spécialité soins palliatifs. On a l'impression que dans ces 30 ans, certains en ont parlé tout à l'heure, l'insuffisance du soulagement de la douleur, l'insuffisance du soutien, l'importance de... Il y a trop de douleur, trop d'angoisse. La culture palliative, elle ne s'est pas répandue partout. C'est un échec par rapport à ça. Réhabiliter la présence auprès de ceux qui vont mourir. La démarche d'accompagnement pour les proches, pour les bénévoles, pour les soignants, la présence auprès de ceux qui vont mourir. Tirer les leçons du Covid, justement, le Covid a dramatisé ça, l'absence de lien, l'absence de contact. On a vu l'impact que ça avait, on a vu que les deuils étaient beaucoup plus compliqués. Pourquoi on ne tirerait pas les leçons en disant l'importance, la valeur de l'accompagnement pour aider à vivre celui qui va mourir, mais aider à vivre les autres, ses proches. Analyser les rares exceptions qui ont acculé la loi à ses limites. On n'arrête pas de dire que la loi Claes-Leonetti est insuffisante, qu'elle ne répond pas à tout. Allez chercher quelque part à quoi elle ne répond pas. Eh bien, vous aurez du mal à le trouver. Pourquoi on n'analyse pas clairement les situations qui posent des problèmes, qui sont limites? Y en a-t-il tant que ça? Je rappelle quand même que les demandes d'euthanasie, c'est 2 à 3%, et au nom de ça, on veut une loi pour toute la population et pour toutes les situations. Donc, essayons de faire ce travail d'analyse, en tout cas, pour les limites de la loi actuelle. Recueillir la parole des personnes en fin de vie sur leurs souhaits. On n'arrête pas de sonder les bien-portants sur leur angoisse, sur leur désir d'avoir un nouveau droit. Je rappelle quand même que le sondage où il a été dit 96% des Français veulent l'euthanasie, c'était un sondage dans lequel la question sur le droit à l'euthanasie venait en 20e ou 30e position après tous les autres droits qu'on aimerait. Bon, on peut avoir le droit à une belle voiture et le droit à l'euthanasie dans la foulée, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne s'appuie pas sur la parole des personnes en fin de vie, sur cette complexité? Favoriser l'accès aux soins palliatifs, mais un véritable accès aux soins palliatifs partout, que tout le monde puisse y avoir droit, que la loi de 99 soit enfin appliquée. Faire de l'accompagnement de fin de vie une cause nationale. Et pourquoi pas? L'accompagnement, ce n'est pas simplement important pour ceux qui vont mourir, pour les très âgés, pour les personnes en deuil. C'est important pour tous les autres. C'est ce qui fait notre humanité. Pourquoi ce ne serait pas une cause nationale? Valoriser l'accompagnement des proches. Et ça aussi, c'est important. Il n'y a pas que l'accompagnement bénévole, même si on est à Jeanne-Malm, mais une culture de l'accompagnement. Valoriser ça dans notre société. Changer le regard. Pas une mort rapide à ma demande, contrôlée, et ça règle tous les problèmes. Et on a vu tout à l'heure dans la diapo sur les risques que ça les règle qu'en apparence, et que par contre, ça en soulève d'énormes derrière. Mais essayer de travailler plus en amont sur toutes ces propositions-là, mais vous en avez peut-être d'autres. Donc voilà un petit peu le déroulé de ce travail, les situations, ce qui les sous-tend, les risques de l'amalgame, et puis peut-être d'autres réponses qu'on aimerait proposer. Peut-être à vous la parole. Oui, puisqu'il s'agit là, au fond, c'est un peu la perspective, c'est de prendre part au débat social. Et est-ce que, à travers ce qui a été apporté, à travers ces images et puis ceux qui les ont portées,
il y a là des choses qui vous permettraient, qui vous paraissent suffisantes ou au contraire problématiques pour prendre part au débat social en allant voir un député ou en faisant une séance grand public sur ce genre de thème? Est-ce qu'il y a là les biscuits qui sont suffisants? Est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent en porte-à-faux? On va essayer de nouveau de faire la gageure, de partager à 53 personnes. On se remet tous ensemble. Merci beaucoup de relever la main si vous avez été choqué par quelque chose qui a été dit ou qu'au contraire, ça ne va pas du tout assez loin. Anne-Marie Bruno a déjà levé la main. C'est Anne-Marie Bruno qui ouvre le bal et les autres, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse identifier que vous souhaitez intervenir. Anne-Marie Bruno, c'est à vous. Merci. Avec Jalmal et le Conseil général, on avait participé à les réunions d'information grand public sur la loi Claes-Leonetti. Et là, on avait vraiment rencontré les gens. Et les gens, pour la plupart, faisaient vraiment la découverte de la loi, des directives anticipées, de la personne de confiance. Et il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait refaire. D'accord, au niveau. D'accord. Autre intervention, autre regard sur ce qui a été dit. Peut-être aussi pas d'accord, hein, on n'est pas forcément d'accord sur tout ce qui a été posé, ou il y a peut-être des choses insuffisantes. C'est à vous, c'est à nous d'échanger, même si c'est dur d'échanger par une vignette interposée, alors qu'on serait beaucoup mieux dans la même salle, c'est clair. Il y a Anne Richard qui demande la parole. Merci beaucoup, Anne Richard. Merci de prendre la parole. Oui, enfin, je ne voudrais pas prendre la parole avant d'autres, là, mais bon, comme il n'y avait personne, et j'avais effectivement deux réactions dans ce que vous venez d'exposer. Encore une fois, je me retrouve avec mon expérience vraiment dans ce que vous venez de dire. J'essaye de me placer, enfin, déjà, dans notre attitude Jalmav par rapport aux différentes propositions de loi qu'on revoit venir tous les ans. Votre diapo sur les risques, elle est extrêmement, c'est très très juste. Vraiment, je partage tout ce que vous avez mis. La remarque que j'aurais à faire, c'est que tous ces arguments sont pertinents pour les soignants, pour nous, pour les accompagnants, pour les décideurs, les politiques. Enfin, je ne suis pas sûre que ça soit très pertinent. C'est une réflexion personnelle. Voilà, donc dans la discussion, je ne dis pas qu'il ne faut pas y réfléchir, mais dans notre action vis-à-vis des décisions et de cette loi qui risque d'arriver, je ne suis pas sûre que ça soit le plus pertinent. Par contre, la diapo suivante, mieux vaudrait, et tous les arguments, là, je vois un petit peu un bon programme de communication. Alors, les communicants chez nous, là, enfin, je veux dire à Jalmav, ça me paraît être une base intéressante de travail de communication pour convaincre le grand public, bien sûr, mais aussi les décideurs. Donc, ça, c'est la première remarque que j'aimerais faire. Encore une fois, bravo pour tout ce boulot. Et puis, alors, la deuxième, c'est partager quand même. Moi, un domaine où je ne suis pas à l'aise par rapport à la loi et aux différentes propositions de loi. Alors, bien d'accord sur l'amalgame aussi, et là, on peut aussi s'y attaquer sur le plan communication, l'amalgame de cette formule à tout faire. Par contre, dans notre expérience, on voit que la loi Claes-Leonetti répond à la plupart des cas auxquels nous sommes confrontés. Et par rapport à des demandes d'aide à mourir, des demandes d'euthanasie, enfin, chaque malade les exprime à sa façon. Pour la plupart des cas, avec la loi Claes-Leonetti, on peut très bien, et puis évidemment l'accompagnement, l'écoute, le soulagement, douleur, etc., on peut très bien répondre avec la loi Claes-Leonetti. Par contre, il y a un groupe de malades où là, on n'a pas la réponse. C'est, alors, qu'on pourrait mettre dans votre groupe 2, c'est ces malades qui ont une maladie évolutive, qui savent très bien où ils vont aller, qui ne veulent pas vivre la fin de leur vie
Et là, en pratique, c'est quand même les maladies neurologiques. Hein, je citerai la maladie de Charcot, enfin la SLA. Ça, ces malades, moi, personnellement, je n'ai pas la réponse et vraiment, je m'interroge. Je m'interroge sur l'assistance au suicide. Je dis bien je m'interroge, hein, parce que je partage vos convictions. Voilà, alors, c'est Marie-Thérèse, je t'ai entendu dire, il me semble, si j'ai bien compris, que la loi répond, et ben dans ce cas-là, je ne suis pas bien à l'aise. Alors voilà, je voulais le partager avec vous, hein, sans... Merci beaucoup. Voilà. Merci Je suis beaucoup sur des de œufs pour dire partager. ça, mais je ne voudrais pas jeter la pierre. Enfin voilà quoi. C'est toute une réflexion Ce- qui mérite d'être justement partagée. Je veux dire, Anne Richard n'est peut-être pas la seule à avoir cette réflexion sur ce cas particulier dans lequel, effectivement, peut-être une assistance au suicide pourrait paraître une solution adaptée. En Ça tout cas, un fait premier partie des situations à analyser. Je me Ouais. suis peut-être mal exprimée, mais dans les situations analysées qui sont limites par rapport à la loi, on pense à des situations comme celle-là. Mais à analyser et à objectiver, parce que toutes les personnes qui ont des maladies neurodégénératives ne sont pas forcément dans cette demande. Ah bah bien sûr que non. Bien sûr que non, je suis d'accord. Mais ces demandes-là, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile, mais ça doit rester du cas par cas. Et effectivement, on ne peut pas légiférer à partir de situations comme celle-ci qui sont heureusement pas très fréquentes. Et une loi, après, c'est fait pour tout le monde. Hein, donc c'est là où il y a, mais effectivement, il y a des situations où ça mérite effectivement de le parler et peut-être d'aller jusqu'à un geste. Hein. Enfin, personnellement, c'est ce que je me dis. Si la personne le demande, réitère sa demande. Enfin, voilà, il y a des situations qui effectivement sont très compliquées. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on ne peut pas légiférer à partir de situations qui sont au total rares. Donc, c'est là où il y a un danger. Merci. Il y a Ségolène Chapelon qui voudrait intervenir. Merci d'avoir levé la main. Et d'autres personnes, n'hésitez pas à le faire. Ça va être dur d'avoir tous les points de vue qui peuvent s'exprimer. Ségolène. Merci. Il y avait déjà qui avait parlé, qui avait levé la main avant moi. Ce que je voudrais dire, c'est que je partage le questionnement d'Anne Richard qu'elle vient exprimer. Et moi, il y a un autre état où je n'ai pas de bonne réponse quand on discute avec moi, c'est les gens qui se sont maintenus dans un état post-relationnel pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça, je dois dire, pour en avoir accompagné une personne comme ça, c'est vrai que je suis pas à l'aise. Voilà. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je me demande si c'est les gens qui font le plus de bruit en ce moment, le tam-tam médiatique pour réclamer, je me demande si ce n'est pas les personnes qui sont dans la catégorie 2, c'est-à-dire ceux qui souhaitent à l'avance ne pas vieillir, ne pas devenir dépendants. Et je pense que c'est eux qui font du bruit actuellement. Et la troisième chose que je voulais dire, tout ça est un peu mélangé, c'est que le pire dans tout ça, c'est le droit à. Voilà, ça serait une chose si il y avait une évolution, mais là-dessus je partage le point de vue de Colette Perra, une évolution qui dirait ça n'est plus condamnable, mais en fait ça serait plus pénalement répréhensible, mais en fait on voit bien que la demande c'est le droit à. Et pour moi c'est ça qui me semble pas possible, c'est cette notion de droit à. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir directement à ce qui vient d'être dit ou ce qui a été réfléchi quelques instants avant? C'est pas facile. Voilà, n'hésitez pas. Et alors, je crois que j'avais pas repéré que quelqu'un voulait parler, qui s'appelle Jacques, si c'est bien ça. Ou il y a Claude d'Orléans et Christian Duruy. Depuis longtemps parler. Merci beaucoup. Claude Chadorge et Christian Duruy qui veulent parler. Eh bien, et Robert Rioux. Eh bien, à vous, 1, 2, 3, dans cet ordre. Claude Chadorge, puis voilà, après à Lyon et après dans la Drôme. Oui. Christian, désolé, mais tu étais là avant moi. Mais bon. Merci pour vos échanges. Merci beaucoup pour vos échanges. Vraiment, vous avez le mérite de poser les choses. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que
quand on vous entend, vous êtes des soignantes avant tout, c'est peut-être plus facile pour vous de parler du sujet de l'euthanasie et d'avoir les arguments comme vous les avez. Pourtant, c'est facile à entendre, mais c'est moins facile à dire quand on n'est pas du tout soignant. Donc, voilà, peut-être que pour moi, c'est peut-être plus une difficulté de prendre la parole. Je ne me vois pas trop dire, je vais prendre la parole ce soir devant 100 personnes pour parler de ça. Je crois que je buterai en touche des fois. Bon, voilà. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que pas plus tard qu'hier soir, avec une collègue, nous sommes allés présenter les directives anticipées. Personne n'avait entendu parler des directives anticipées et de la personne de confiance. Je pense que là, par contre, je suis à l'aise pour prendre ma valise et dire, voilà, je vais aller parler de ce sujet-là qui fait partie de la loi. Et on n'a pas parlé d'euthanasie, pas du tout. Non, on était dans des questionnements. Les équipes de soins palliatifs, on les appelle comment? Elles sont où? Voilà, on était vraiment dans ça. Et voilà, je voulais dire ça, que peut-être que chacun de nous peut porter le message des soins palliatifs, le bon message, quoi. Mais il faut qu'on soit à l'aise. Plus on sera à l'aise et mieux cela vaudra. Enfin, moi, ça me fait un peu peur l'euthanasie, donc merci Claude. Accompagné. Claude, d'évoquer la peur à voix haute. Qui n'aurait pas peur d'aller parler devant le grand public sur un sujet comme ça? Christian Dury et Robert Rioux, dans cet ordre. Merci, c'est à vous. C'est bon, là on m'entend? Oui. Bon, ok. Oui, Christian donc de Lyon. Moi, je suis frappé dans les discussions qu'on peut avoir avec des proches, enfin les gens qu'on connaît sur ce sujet, par le fait que nos arguments ne portent pas du tout. Et notamment, qui a été développé tout à l'heure et très bien, il y a une espèce de, j'allais dire, de spiritualité de la vie qui est un peu notre ADN. Ça, j'ai l'impression que ça ne marche pas, malheureusement. Bon. Et alors, par contre, une chose que moi je développe, je ne sais pas si c'est efficace, Colette en a dit 2 mots tout à l'heure, c'est c'est dire d'une certaine manière, madame, monsieur, vous demandez à un tiers de vous donner la mort, un tiers qui est un soignant, sans du tout vous soucier que peut-être cet acte qu'il va avoir à accomplir pour vous soulager, etc., à votre demande, ça peut le traumatiser. En tout cas, j'en ai parlé avec quelques soignants et il me semble que c'est important. Ce fameux droit dont on parlait tout à l'heure, bon, pourquoi pas, vous avez le droit, mais alors il m'était venu il y a bien longtemps dans une USP, une espèce de révolte intérieure que j'ai absolument pas manifestée parce que ça n'était pas mon rôle. Il s'agissait d'un malade qui était mourant et la famille était autour et on sentait une colère de la famille qui, sans dire le mot, disait il faut faire quelque chose, réclamait qu'on arrête la vie de ce patient. Et moi, je n'ai rien dit, mais dans mon fort intérieur, je sentais que par rapport à ces soignants désarçonnés, par rapport à cette demande non dite, j'avais envie de leur dire, moi, eh ben, écoutez, faites-le, vous, puisque vous le demandez, faites-le plutôt que de le sous-traiter à quelqu'un d'autre. Donc, c'était cet aspect-là, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que, voilà, on doit quand même respecter les gens qui auraient à faire. C'est pas un acte banal, quoi. Je veux dire, quand vous appelez, la différence entre quelqu'un qui est vivant puis que 2 minutes après il est mort, je pense que ça peut laisser des traces graves sur ceux qui auront à le faire. Donc voilà, moi c'est un argument que j'emprunte, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est parce que je m'aperçois que les autres ne portent pas. En raccourci, cet argument, c'est celui qui consiste à dire à un député que si un tel dispositif était voté, ça pourrait être le député, ça pourrait être vous et moi qui exécutons l'acte en question. C'est peut-être un raccourci qui peut être frappant pour un député qui n'avait pas envisagé et pour lequel c'était très commode que ce soit des médecins ou des infirmiers qui s'acquittent de ce devoir que la société leur aurait imposé. Il y a Robert Rioux qui voudrait parler, il y a encore peut-être d'autres personnes, Robert et puis Jacques Cotier. Allez-y rapidement. Parce que c'est juste pour reprendre ce qu'a dit Anne Richard et que je trouve extrêmement important, intéressant et difficile. Je crois que ce qu'elle a dit, ça pose la question de ce que certains appellent « faut-il qu'il y ait une exception d'euthanasie ?» Et en découle
cette question qu'on a évoquée, nous, dans un texte qui est sur le site, où on disait « Vaut-il mieux des transgressions qu'une légalisation ?» ou plutôt, une légalisation est-elle préférable à quelques transgressions exceptionnelles qui se sont déjà produites dans différentes situations, qui ont fait l'objet de débats judiciaires, de procès, et qui ont tous abouti à l'innocence de la personne qui avait provoqué le décès d'une personne dans une situation exceptionnelle. Donc la question, c'est ça. Est-ce qu'on accepte des transgressions ou est-ce qu'il faut légaliser au risque d'une extension sans vraie limite du droit à mourir? Voilà. C'est ce qu'avait proposé le CCNE en 2001. Hein. Oui, l'avis du CCNE. Au passage, on pourra faire circuler, si vous le souhaitez, cet avis du CCNE. Il date de 2001, il est disponible. C'est un texte qu'on peut faire circuler. On verra avec la fin de cette séance où on peut proposer quelques éléments support. Il y a d'autres interventions, je crois. Nathalie Bayou à Rouen, et puis peut-être d'autres encore. Levez la main parce que voilà, il faut forcément aller assez vite et bien gagner son tour de parole. Il y a Michel Mille après. Nathalie à Rouen. Oui, ça va être très rapide. Je voulais juste réagir à ce que Christian a évoqué. Et c'est vrai que pour les soignants, ça peut être extrêmement difficile parce que contradictoire avec leur serment. Et je me demande s'il ne faudrait pas réhabiliter une profession qui n'existe plus, la profession de bourreau. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Voilà qui va faire du bien, ça va faire réagir. Merci Nathalie. Dans l'ordre, je crois Michel Mille voulait intervenir. Mais Jacques Potier aussi. Non, Jacques Potier, oui, Jacques Potier. Je voulais dire que j'ai vu que ça c'est un fait divers. L'actrice Lily vient d'exhorter les députés à voter le plus vite possible un texte sur le droit à l'euthanasie. Voilà. Alors, évidemment, elle a été soutenue par Olivier Falorni, qui a parlé de l'obstruction d'un carteron de députés réactionnaires. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Et alors, il faudrait que je trouve le texte. Elle qui a vécu libre et digne, elle dit « Je ne peux pas m'imaginer mourir enchaînée et contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit en être de même pour notre mort. » Elle avance des arguments pour les députés. Puis voilà, c'est quelqu'un de connu. Le jour où on parle de ça, on a quelqu'un de célèbre qui fait la publicité inverse. C'est tout. Voilà. Merci. Jacques Potier. Oui, je voulais juste quelques réactions. Une première dans le prolongement de ce que disait Robert Rioux tout à l'heure. Effectivement, je pense que dès qu'il y a une loi, on sait qu'il y aura des cas de transgression. Hein, on le voit bien dans l'éducation de nos enfants, c'est pareil. On va fixer des règles, on fixe des lois, et puis à un moment donné, ça entraînera des transgressions. Et la transgression, elle se gère. Je veux dire, ça fait partie du processus. Hein, donc, pour moi, je préfère une loi, tout en sachant qu'il y aura des cas de transgression qui sont étudiés, qui sont jugés, voilà, et sur lesquels on peut avoir parfois un regard bienveillant. Je crois que ça a souvent été le cas de la justice dans ce domaine-là. Et puis, je voulais réagir aussi au propos de Claude tout à l'heure qui disait je suis mal à l'aise, nous qui ne sommes pas des soignants, on peut être mal à l'aise face à ces questions d'euthanasie, de suicide assisté, enfin des aspects techniques. J'ai envie de dire, moi aussi qui ne suis pas du monde soignant, mais en même temps, la question de l'euthanasie, toutes ces questions liées à la fin de vie, ce n'est pas qu'une affaire de soignants, ce n'est pas qu'une affaire du monde médical. Et je pense que Jalmalve, justement, en tant que bénévole Jalmalve, on a aussi une parole forte
à porter dans la société sur le regard que l'on a sur la société que l'on veut. Et ça dépasse de loin le cadre des soignants. Et j'avais bien aimé, notamment dans le document, enfin le point d'étape numéro 1, l'étude qui était faite sur l'évolution de notre société toujours vers plus d'individualisme. Et quelle société voulons-nous? Est-ce que nous voulons une société où c'est l'individu qui prime, moi j'ai droit à, ou est-ce qu'on veut une société de la vraie solidarité, une société du lien humain, etc. Et là, je crois que en tant que bénévole Jalmad, qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, on a une parole forte à porter dans la société. Merci Jacques. Alors je vous propose de suspendre les autres échanges que vous auriez voulu avoir encore sur cette séquence qui est quand même tournée, on va dire, dans une logique d'argumentaire vers l'extérieur, vers le grand public, vers des députés, sur lequel on dit Jalmad a quelque chose à dire dans ce débat qui n'est pas simpliste, en appui sur son expérience. Pourquoi s'arrêter là momentané? Parce que dans le grand quart d'heure qui reste, je voudrais qu'on vienne sur le deuxième volet, qui est de dire, et dans nos associations, cette discussion mérite peut-être d'être entreprise ou d'être prise la balle au bond lorsqu'elle a commencé, parce que le sujet traverse les réflexions de nos adhérents. Et à ce moment-là, je vous propose de passer la parole à Robert Rioux, qui, avec un petit apport, va vous proposer une façon d'avancer sur ce sujet, après quoi nous aurons encore un petit temps de discussion tous ensemble avant de nous arrêter. Robert, je repasse en écran partagé la suite des choses. Je pense que ça va arriver sur vos écrans et c'est le dernier point que nous allons pouvoir faire. Voilà, dans nos associations, comment en parler, comment activer une réflexion partagée. Merci Robert pour les 3-4 images à présenter. 3-4 minutes, je vais essayer de faire vite. Donc cette première diapositive devrait faire plaisir à Jacques Potier, puisque en fait dans cette note d'étape 1, qu'on a fait au début de l'année et qui est paru au mois d'avril, on est parti d'une réflexion plutôt anthropologique. Quelle conception de l'homme est sous-jacente à ceux qui proposent une aide active à mourir et quelles sont nos valeurs à nous et quelle vision de l'homme avons-nous? Et on a tous été bien d'accord pour considérer que cette demande d'une aide active à mourir résultait d'une promotion sans fin de la liberté individuelle, comme si cette liberté n'avait pas d'impact social tout autant. Et donc, ces tenants, de façon peut-être un peu paradoxale, sont en fait une pensée ultra-libérale. C'est ma liberté, c'est mon droit, exécutez-vous, hein, c'est un petit peu de cet ordre-là. L'individu est seul juge de sa dignité et seul juge de son devenir. Or, son devenir, à notre avis, interpelle l'ensemble de la société, nous concerne, et c'est bien pour cela, comme le disait Marie-Thérèse tout à l'heure, que nous sommes des accompagnants, et comme le disait Jacques Potier, en faveur d'une société beaucoup plus solidaire. Donc, on est parti de ça et d'un autre document, enfin, une autre situation, diapositive suivante, qui est le fait que la fédération a été interpellée par certaines associations pour lesquelles l'attitude de certains bénévoles favorables à l'euthanasie posait problème. Et donc, on s'est un petit peu interrogé, voilà, qu'est-ce qu'une éventuelle évolution de la législation va poser à l'accompagnement, que ce soit un bénévole d'accompagnement, mais aussi au bénévolat de cité et à la vie interne de nos associations. Et donc, ce que l'on propose, après réflexion, mais là encore, le débat sera ouvert, c'est que on considère qu'une attitude militante, active, de promotion de l'euthanasie n'était pas compatible
avec la participation à une association Jeanne Malve. Mais que pour autant, chacun pouvait bien avoir sa conviction personnelle et qu'il avait le droit d'en faire référence, d'en parler, d'en discuter en groupe de parole ou dans d'autres situations, mais à condition que ce ne soit pas une attitude de promotion militante de ses convictions. Et à ce moment-là, la question fondamentale, c'est est-ce que cette conviction personnelle risque d'influer sur la manière dont je vais conduire mes accompagnements? Et on pense que dans ce domaine-là, il en est de même par rapport aux convictions, par rapport à la fin de vie, que par rapport aux convictions politiques, religieuses ou philosophiques. L'accompagnant n'a pas à faire valoir sa propre opinion ou ses propres convictions. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si un bénévole accompagne un patient qui est en demande d'euthanasie ou en demande de suicide assisté? Est-ce que cette évocation, cette demande ou cette validation qui peut venir, jusqu'où ça va amener le bénévole à accompagner cette personne? Et ça, c'est une question qui peut aller très loin, notamment en termes, si on parle de suicide assisté, si on arrivait à un système proche de celui qui est en Suisse, où ce ne sont pas des soignants qui délivrent le produit aboutissant à la mort de la personne. Est-ce que si on avait ce régime-là, est-ce qu'un bénévole qui aurait suivi cette personne jusqu'au bout, pendant longtemps, jusqu'où il va aller dans son accompagnement, jusqu'au terme ultime ou pas? On a mis un point d'interrogation, c'est que je pense que là aussi, le débat, il doit avoir lieu aujourd'hui, mais il doit avoir lieu aussi dans nos associations. Diapositive suivante, donc là, on sera plus pragmatique, si j'ose dire. On s'est interrogé aussi à comment mener un débat dans nos associations et on s'y est interrogé à la lumière de certaines expériences qui ont été faites. Pour ma part, on avait déjà fait une réunion de ce type au mois d'avril et ça nous a un petit peu posé des questions sur quelle serait la meilleure pédagogie. Je pense que le débat de ce soir le montre. Le débat, il est de fond, il est intense, il remet en cause tout un chacun et que donc le préalable, c'est d'avoir bien défini ce qu'on veut et de faire en sorte que dans l'association, ça soit une démarche collective, que le conseil d'administration ait validé cette idée de débattre en association sur ce thème-là. Et à partir de là, il nous a semblé, à la lumière de certaines expériences, qu'il faut progresser en plusieurs temps. Ça n'est pas en l'espace d'une heure et demie que l'on va épuiser le sujet, ni surtout que l'on va permettre à chacun de s'exprimer. On pense que c'est vraiment très important que le plus grand nombre possible puisse s'exprimer. Et c'est pour ça que dans la pédagogie, il faudra faire attention à ce que ce ne soit pas entre guillemets, les soi-disant sachants, les responsables administratifs qui accaparent toute la parole, mais que vraiment elle soit ouverte à chacun. Donc, ça veut dire qu'il faut dans un premier temps annoncer le projet, le présenter un peu comme Olivier l'a présenté en début de réunion et adresser aux bénévoles un certain nombre de documents préparatoires. Olivier est obligé de rajouter un S, mais on le pardonnera. Donc, ces documents préparatoires, ils sont listés dans la diapositive suivante, mais c'est en pratique beaucoup de ceux que vous avez déjà reçus. Voilà, tout en bas, je reviendrai sur la démarche éthique dans une minute. On peut peut-être revenir à la diapo précédente. Merci. Donc, il faut que la première session, il nous semble, soit vraiment orientée sur donner la parole. Et que
cela suppose au départ qu'il y ait eu des documents envoyés. Et ce qui nous semble, c'est d'essayer de promouvoir ce qu'on appelle la démarche éthique, ce qui nous a été au niveau de la fédération présenté par 2 journées entières de dialogue avec Madame Gilotz. Donc on s'y est préparé, c'est facile à nous peut-être pour le dire maintenant. Cette démarche éthique, elle est basée sur 3 temps, ce qu'ils appellent le je, le tu et le il. Donc, le je, c'est comment la question vient m'impacter. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes évidences, mais aussi quels sont mes présupposés. Est-ce que j'ai une opinion libre? Et est-ce que c'est une vraie liberté de penser et une vraie liberté d'action? Le tu, c'est reconnaître à l'autre ces mêmes qualités, ces mêmes capacités. Je reconnais votre propre liberté de penser, je la respecte, c'est-à-dire que j'accepte non seulement que votre parole soit libre, mais je ne suis pas là pour la juger. Et j'accepte qu'elle m'interpelle à son tour. Et puis le il, c'est quel élément de médiation on a entre ce je et ce tu, quelle parole commune, ça peut être la loi pour la société, ça peut être les références Jalmal pour ce qui nous concerne sur le sujet. Ceci étant, pour la bonne dynamique de la relation, il nous a semblé qu'il vaut mieux commencer par le tu, parce que demander aux bénévoles de s'exprimer d'emblée sur « je pense que, ma conviction est que », ça risque d'aboutir à un grand silence. C'est ce que nous, on a vécu à Jalmal-Drôme-Nord après une présentation par Isabelle Delacio et moi-même, et où les bénévoles ont eu beaucoup de mal à prendre la parole. Peut-être parce qu'on avait mis les sachants en avant, les soi-disant sachants. Donc peut-être qu'il vaut mieux partir le tu, c'est-à-dire partir de l'article 1 des projets de loi. C'est ça le tu. Quelle motivation il y a derrière? Qu'est-ce qu'ils veulent dire de l'homme? Qu'est-ce qu'ils veulent dire des pratiques de soins, etc. Puis après, donner la parole à chaque bénévole, enfin tous ceux qui l'accepteront de la prendre, comment personnellement je vois le problème. Et puis le il, c'est les références. Sachant que ces références Jalmal, on l'a dit depuis le début, mais je crois que c'est très important, c'est un cheminement progressif depuis plus de 20 ans. Et on a bien vu entre la note d'étape 1 et la note d'étape 2, où on a évolué dans notre réflexion, on a abordé d'autres sujets. Anne Richard vient d'évoquer un sujet complexe, difficile, sur lequel on ne s'est pas encore attablé. Donc voilà un petit peu un process pédagogique qui vous est proposé, sachant qu'on a rédigé un document beaucoup plus détaillé que ce que je dis un petit peu à toute vitesse pour laisser une petite place à la discussion, sachant que si des réunions sont organisées, un membre du conseil d'administration peut vous aider et être présent, et a priori, il serait peut-être souhaitable que ce soit le référent géographique en lien avec cette association. Et donc, comme je le disais, on a rédigé un document de 4-5 pages qui détaille un petit peu ce que pourrait être le contenu et le déroulé de ces 2 réunions, sachant que ces 2 réunions seraient séparées par au moins 15 jours à 1 mois pour laisser le temps à chacun de travailler dans sa tête tout ce qui aura été dit et qui aura pu être déstabilisant ou important pendant la première réunion. Voilà, c'est une proposition, c'est des outils qu'on vous propose. À vous de vous les approprier si vous en êtes d'accord et à les adapter à votre situation particulière de chaque association. Voilà, discussion ouverte. Merci beaucoup, Robert. Et du coup, discussion ouverte. Alors,
avec un peu de mauvaise foi, il n'est pas tout à fait 7h30 et je pense qu'on peut s'accorder de déborder un petit peu cet horaire. C'est précieux, nous sommes toujours 52 ensemble. On peut peut-être se donner, on va dire, un petit quart d'heure pour partager des réactions que vous auriez en tant que présidente d'association par rapport à cette idée que c'est peut-être pertinent d'oser aborder ces discussions délicates en association plutôt que de les éviter. Néanmoins, c'est pas facile. Vous avez peut-être des sensibilités à partager. On a un petit quart d'heure pour en parler ensemble. Juste un petit mot, Olivier, si tu permets. Je suis allé très très vite et trop vite. Je n'ai pas parlé du contenu de cette deuxième réunion. Je pense que cette deuxième réunion, elle doit être un peu en référence à la deuxième diapositive que j'ai présentée, savoir en quoi une évolution de la loi peut impacter notre pratique de bénévolat d'accompagnement, de bénévolat de cité, notamment. Donc, voilà. D'accord, merci. Il y a déjà des mains qui sont levées. La main de Nathalie Maillu, je vois, sauf si c'est qu'elle a oublié de la baisser depuis tout à l'heure. Non, je voulais remercier Robert pour tout le travail qu'il fait et qui nous enrichit. Oh, je ne suis pas le seul. Et je voulais justement savoir si ces documents dont il parle seront disponibles sur le site de la fédération, dans l'espace adhérent en bas. Eh bien oui, tout à fait. Évidemment, c'est bien l'esprit. On va les mettre à disposition et l'espace adhérent du site est un très bon endroit pour mettre ces documents de travail interne. Merci Nathalie, tout à fait. Oui, je vais vite dans la Nièvre. Je crois que dans la Nièvre, il y a un groupe qui voulait parler. Remettre le micro pour Jean-Louis. Voilà. C'est bon? Oui. Oui. Et je me disais aussi que, en fait, est-ce qu'il ne faut pas adopter au sein de l'association ce qu'on constate un peu dans la société, à savoir que le débat actuel, en fait, sur l'euthanasie, ce projet de loi actuel, nous fait redécouvrir la loi Claes-Leonetti de 2016 et le fait qu'elle est relativement peu connue. Est-ce que déjà au sein de nos associations, ce n'est pas un point important? Parce que c'est vrai qu'elle contient beaucoup de choses. Il y a, comme disait Claude tout à l'heure, les directives anticipées, la personne de confiance. Il y a des gens qui ont fait des conférences là-dessus dans leur département, et nous, c'est un projet qu'on avait. Ça nous semblait pour nous l'occasion de replacer en fait la maladie et la mort dans sa globalité, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin de vie. Il y a un point quand même je me permets de revenir là-dessus, dans la loi Claes-Leonetti, qui n'est peut-être pas assez mis en valeur dans la présentation, c'est l'acharnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé tout à l'heure dans nos discussions d'acharnement thérapeutique. Et c'est un point quand même qui peut être aussi à la source des craintes des gens par rapport à leur fin de vie. Et moi, je vois pour le vivre à la clinique régulièrement, c'est vrai qu'il y a des gens qui souhaiteraient arrêter les soins. Donc, et ça, c'est pas arrêter les soins, c'est pas nécessairement de faire mourir. C'est qu'à un moment donné, les halte, on préfère, je dirais, passer à ce moment-là à une phase plus méditative, en fait, où on traite la douleur, mais il n'y a plus de soins curatifs. Donc, ça, je pense que c'est un point important qui pourrait expliquer aujourd'hui ce débat. Mais ce qu'il nous faut éviter, c'est que ce débat, en fait, focalise uniquement sur la fin et de nous permettre pas de voir qu'il y a tout ce cheminement qui est plein de vie. Et s'assurer qu'au sein même de nos associations, aujourd'hui, tout ce dispositif est connu. Ça me semble important. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir un rôle, chacun, ensuite, pour porter en fait la connaissance de la loi, la possibilité qu'ont les gens d'utiliser cette loi aujourd'hui pour préparer réellement leur maladie, voire éventuellement la fin de vie.
Merci de cette intervention et qui va bien dans le sens de ce que nous pensions qu'il était utile dans cette soirée sur ce sujet, d'avoir bien sûr la partie vers l'extérieur, mais aussi la partie vers l'intérieur et nos associations, parce que vraiment les deux demandent à être, on va dire, activés ou travailler ensemble. Merci Jean-Louis Delbois. On était là dans le 58. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui voudraient se lever? Même si on sait bien qu'on dépasse un peu l'horaire officiel, mais enfin, c'est quand même si précieux d'être ensemble comme ça que la priorité est aux interventions que vous voudriez encore faire, telle ou telle. Je ne vois pas de main, mais si Jacques Potier lève 3 doigts, c'est une façon de dire, j'ai déjà parlé, mais je veux bien redire un mot. Jacques Potier. Oui, c'était un peu ça. Oui. J'ai déjà parlé, il faut peut-être pas. Non, c'est juste une info, mais tout à l'heure, je me disais en écoutant Robert, dit peut-être qu'on est allé un peu vite en besogne là, du côté de la Vendée. Simplement une info, c'est que on a une prochaine journée de nos bénévoles à la mi-octobre. On doit se réunir et donc on a mis un temps. On aura donc une matinée de réflexion, de travail qui est axée sur ce thème-là. Hein. Et à partir, alors on a envoyé donc ou on va envoyer là aux personnes qui viendront le point d'étape numéro 1. Le second document est arrivé un peu tardivement, hein, et donc on a prévu un temps de travail de nos bénévoles sur ces sujets-là, qui sera enrichi. En plus, on a sollicité, on a la chance d'avoir près de chez nous le philosophe Jacques Ricot, donc qui viendra aussi nous aider sur la matinée. Voilà, donc c'était l'info que je voulais donner, mais en écoutant Robert tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'on a suffisamment aussi réfléchi sur l'ensemble de notre démarche, sur ce vers quoi on veut aller, voilà. Donc je repars avec plein de questions, mais c'est très bien. Le diable. Merci beaucoup. On va peut-être envoyer le document un petit peu en primeur. Alors, ouais, c'est sympa. Au passage, ça me permet de répondre à une question qui est arrivée dans la discussion écrite. Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de recevoir par mail les diapos de cette réunion, parce que ça pourrait être utile. Oui, tout à fait, c'est possible. Techniquement, c'est un petit peu délicat parce que nous sommes 51, ça doit faire à peu près 51 associations. On verra si on l'envoie à tout le monde systématiquement ou aux 51, 53 présents de ce soir. Mais en tout cas, oui, on va le faire, bien évidemment, c'est tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alain qui a demandé. Alain, oui. Alain. J'espère que ça va passer bien parce que le réseau n'est pas terrible. On est au Merci. C'est plus une information. Oui. Alors, je ne suis pas au Havre, c'est pour ça que ça marche mal, mais je suis bien déjà mal Le Havre. Moi, c'était une réflexion pour dire, on avait envisagé de faire un groupe de travail sur l'euthanasie au sein de l'association. Et on n'a pas eu le temps de le monter, qu'on a été rattrapé par un autre projet. On participe au conseil d'administration de l'association Respect, qui fait la coordination des soins palliatifs sur la région du Havre. Et au cours de l'Assemblée générale, il a été décidé de faire un groupe de travail entre les acteurs des soins palliatifs locaux. Donc, Jalmave, le réseau Respect, l'unité de soins palliatifs de l'hôpital, et avec dans l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour informer, pour contrer un petit peu, alors contrer, le mot est peut-être un peu exagéré, les projets de loi sur la légalisation de l'euthanasie. Et donc, on a démarré ce groupe de travail. On a déjà eu 2 réunions, on en aura une 3e fin octobre. Et l'idée, c'est, on s'est posé la question de à qui on allait s'adresser. On a jugé que le grand public, c'était trop compliqué et avec le risque que ce ne soit pas très productif dans les temps impartis. Donc, on s'est plutôt axé vers les politiques. On a donc pris la liste des sénateurs et des députés qui sont sur notre territoire. Et l'intention, c'est d'aller les rencontrer avec un argumentaire qui va se baser sur celui qui a fait la SFAP et d'aller les rencontrer en binôme, c'est-à-dire une personne d'au moins 2 des entités qui participent à ces réunions-là.
Voilà, c'était vous donner cette information sur des actions en cours au niveau du Havre sur ce sujet. Merci. Eh bien, c'est peut-être… On va être intéressé par les documents, hein, ce dont… Et en écho à cette initiative du Havre que Alain Lecouvet évoque, je pense que c'était bien intéressant de reprendre ce que disait Anne Richard sur le fait de dire l'analyse des risques, elle peut être forte, mais ce n'est peut-être pas ce qui porte le plus. En revanche, tout ce que nous avons dit sur mieux vaudrait faire ceci, cela, et peut-être ce sur quoi on peut interpeller fortement peut-être des députés. Est-ce qu'il y a encore, parce qu'on va vers la fin, quelqu'un qui voudrait dire un mot ou s'inscrire en contre ou revenir sur une nuance? Voilà, parce qu'il est quand même 8h moins 20. Voilà, c'était un pari absolument insensé que de proposer ce sujet sur une grandeur et demie à 53 personnes. Mais quand même, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez évoquer ou qui vous a chiffonné? Parce qu'il y a de quoi être chiffonné hein, aussi par… Non, ça n'a pas l'air d'être immédiat. Alors écoutez, moi à ce moment-là, je ferais peut-être un mot de conclusion, mais qui s'apparente beaucoup à des points de suspension ou à le travail continue. Alors, il y a quelques idées qui m'ont quand même frappé dans ce qu'on a échangé. Je vous les livre un peu tout à trac, un peu en synthèse comme ça. J'ai été frappé par le fait de dire c'est quand même difficile de faire valoir les arguments qui sont des arguments relativement rationnels, toute l'analyse des risques que l'on fait. C'est peut-être pertinent, mais ça nous parle surtout à nous. C'est pas évident que ça parle à des décideurs qui peuvent peser sur l'évolution des lois. C'était aussi un peu ce que disait Claude Chaldorge quand elle disait c'est pas si facile de parler de tout ça à voix haute devant le grand public, ou ce que dit Alain Couvet en disant est-ce que c'est… Voilà. En revanche, il y a une partie qui est beaucoup plus forte sur laquelle vraisemblablement on peut se permettre de prendre la parole assez fort. C'est tout ce qui est la page qui s'appelle mieux vaudrait, c'est-à-dire vers quoi il faudrait agir, ce sur quoi il faudrait renforcer. Il y a beaucoup de choses parce que là, on est fondamentalement légitime et on est légitime parce que on a l'expérience justement des quelque part les 60 000 rencontres, les 60 000 personnes rencontrées. Et on a cette légitimité qui nous permet de ne pas amalgamer les 4 catégories qu'on a distinguées et dont on dit peut-être qu'il faudrait faire 4+1 pour être plus fin. Mais on peut parler de ce qui se passe vraiment pour les gens et ça, les élus ne le voient pas beaucoup. Et là, on peut être légitime pour aller prendre le bâton de pèlerin et aller convaincre un élu que la question n'est pas simpliste et que la chose n'est pas décidée parce que 80% des Français auraient dit de façon, on va dire, superficielle qu'ils ne sont pas contre une loi ou ils sont pour une loi sur l'euthanasie. Voilà, et là, je pense qu'il y a des arguments forts et parmi les choses que mieux vaudrait, il y a des choses fortes parce qu'on a quand même dit qu'il y a des vrais progrès à faire pour vraiment soulager la douleur et que là, il y a des développements des soins palliatifs un peu partout, là où on meurt, qui méritent d'être faits et qui expliquent que la situation puisse appeler des demandes d'euthanasie et que demain, elle ne devrait plus avoir lieu. C'est aussi tout ce qui a été dit sur le fait qu'il y a besoin d'une connaissance plus grande de la loi, Claes-Leonetti, des dispositions, la directive anticipée, la personne de confiance, le choix donné aux malades, le non-acharnement, tous ces éléments-là dont on disait assez à juste titre que même dans nos associations, il y a peut-être lieu d'y revenir et que c'est sur cette base-là qu'à la marge peut se poser sur des cas très limites, peut-être une réflexion sur faudrait-il faire évoluer la loi. Et là-dessus, moi, je retiens 2 choses de ce qu'on a évoqué en étant ensemble, même si c'est une gageure d'échanger à 53. C'est tout ce qui a été dit sur la question de la sédation profonde et continue et de sa bonne compréhension. Et est-ce qu'on pourrait faire allonger la période à partir de laquelle une sédation profonde et continue pourrait être mise en place
Ou est-ce que faire ça, c'est en fait faire basculer l'esprit de la chose et en fait, ça serait faire mourir avant de devoir mourir et ce serait en fait, parce qu'on aurait une intention véritablement différente, ce serait une pratique qui ne serait pas une amélioration de ce qui se passe, mais en fait une bascule dans une forme d'euthanasie un peu en avance. Et puis la deuxième discussion qui est celle qui a été ouverte sur les cas très particuliers et limites des maladies évolutives, peut-être les maladies neurodégénératives comme on a dit, et sur lequel, dans les cas limites, on peut s'interroger à voix haute sur est-ce qu'une assistance au suicide dans ces cas-là ne pourrait pas être une forme d'exception de ce qui existe. Est-ce que ça serait une exception pertinente? Est-ce qu'il faudrait que ce soit une petite évolution de la loi qui autorise ce genre de possibilité d'assistance au suicide dans ces cas très limites, ou est-ce que non, et il vaudrait mieux rester au fait de dire que ce n'est pas possible, même si des transgressions peuvent avoir lieu et pourraient être une réponse à la solution. Et là, il me semble que sur ces deux sujets, SPC et cas limites, il y a une invitation à approfondir notre réflexion, même si ce sont des questions qui touchent peut-être plus les soignants que les accompagnants, mais elles touchent peut-être quand même Jalmal au niveau de ce que nous avons à dire d'une évolution de la loi ou pas. Et là, il y a peut-être du travail à faire parce qu'on voit bien que c'est délicat, qu'on y va à coup de finesse et qu'il faut identifier les situations réelles et pas y aller à coup d'arguments un peu simplistes. Voilà, alors ça résume sûrement pas tout ce qu'on a dit. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de sérieux dans l'écoute les uns les autres, comme si c'était pas tellement drôle finalement de parler de ça et que c'est pas si facile et qu'on n'est pas beaucoup à faire des effets de manche les uns vis-à-vis des autres pour dire j'ai de meilleures idées que toi, mon cher collègue, et plutôt une sorte de prudence et de profondeur dans la réflexion et dans l'écoute les uns des autres, même si c'est à 53, pendant 1h30 seulement et avec les limites de la visioconférence. Voilà. Bon. J'ai juste envie de dire merci à tout le groupe de travail qui a travaillé sur cette deuxième note d'étape, à tout le CA qui a travaillé en 2 journées successives, fin d'année dernière et début d'année, pour mûrir tous ces sujets avec l'idée que on était quelque part convoqué par l'actualité et que même si ce n'étaient pas les sujets qu'on avait mis à l'ordre du jour des questions à traiter, il valait mieux finalement essayer de prendre un peu d'avance sur le sujet plutôt que d'être trop en retard. Voilà. Sur ces mots-là, je ne sais pas si vous avez envie de reprendre la parole. Il est 8h10, moins 10. On commence à déborder franchement l'horaire. En même temps, c'était précieux d'être ensemble. Moi, je veux juste dire que dans le groupe de travail, il y avait un dénommé Olivier de Margerie qui n'a pas ménagé sa peine. Mais le groupe était très actif. Oui, d'accord. Tout à fait. Et tout le CA a été très actif sur ces 2 journées de réflexion que nous avions investies, clairement. Et c'est vrai que c'est bien d'être plusieurs sur ces sujets. Oui, bien. Écoutez, on se dit au revoir. C'est un peu frustrant, mais... Merci. Merci. Voilà. Merci, merci, merci. Merci. Voilà. Grand merci, bravo. Au revoir, merci, bravo à vous. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. En avril à Evian. À bientôt à tous. Oui. Merci beaucoup. À prochain des sujets tout à fait différents. Bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont préparé ce carrefour. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup.